Messieurs, merci. Et encore en tous vos rangs de grades et qualités respectives. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre siège. Nous avons établi une relation avec la presse parce que nous pensons que la presse, nous sommes convaincus que sans la presse, il serait très difficile de développer ce pays. Je dis merci d'abord à Dieu de nous avoir permis de nous réunir ici ce matin. Sans lui, nous ne serons pas ici ensemble pour échanger. Je suis très heureux de vous retrouver après les fêtes de fin d'année. Et naturellement, nous avons eu la CAN. Il fallait attendre après la CAN pour avoir cette conférence. Je félicite l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour la victoire. Je félicite le peuple ivoirien pour son support à notre équipe. Je félicite le président Ouattara, son équipe, qui a mis en face de nous une équipe, un programme afin d'organiser la CAN et de nous ramener la coupe. La question ici, après la CAN, est très simple. Je ne voudrais pas que vous interprétez ça autrement. La CAN, c'est beau. Nous avons gagné la CAN, nous étions heureux. Nous voilà au point de départ de nos réalités, la pauvreté. Et en politique, on se pose beaucoup de questions. C'est de savoir nos priorités. La CAN nous a coûté près d'1 milliard de dollars. On se demande, on se pose la question, est-ce que c'était nécessaire face aux problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, c'est un problème de santé, d'éducation. Nous avons parlé depuis nos conférences de presse de tous les problèmes que nous avons dans ce pays. Et notre conférence, la dernière fois, c'était sur la cherté de la vie. Je vous avais dit à l'époque, concernant la cherté de la vie, que le président Ouattara a fait beaucoup, mais qu'il n'avait pas de solution parce que tout simplement nous utilisons un système économique qui ne va jamais nous permettre de sortir de là. Nous allons aller très lentement, mais nous n'allons pas nous en sortir. Après la conférence, un mois plus tard, nous avons eu la hausse du prix de l'électricité, ce qui me donnait raison. On n'a pas de choix. On fait un choix économique depuis 1960. Tant qu'on restera sur ça, on ne va pas s'en sortir. Mais il s'agit aujourd'hui de parler de l'école ivoirienne. L'école ivoirienne est gravement malade. Il est malade depuis très longtemps. On a un déficit d'infrastructures scolaires et universitaires. Pour coller à l'actualité, je voudrais donner la position du renouveau démocratique sur ce sujet intéressant plus haut point. Je dis d'abord, avant d'aborder ce sujet de l'éducation, qui est le sujet d'aujourd'hui, je voudrais remercier le président Ouattara d'avoir libéré les prisonniers politiques. Mais d'autres demeurent en prison. Je le prie de bien vouloir libérer tous les prisonniers politiques. C'est bien de libérer des prisonniers politiques. Cela va dans le sens de l'apaisement et de la cohésion sociale. Toujours dans mon plaidoyer pour l'apaisement et la cohésion sociale, je rappelle le dédommagement substantiel des victimes de cette même crise post-électorale de 2010. Le renouveau démocratique a toujours demandé depuis nos conférences de presse de dédommager les victimes à hauteur de 30 millions de francs CFA. Et depuis un moment d'ailleurs, le taux d'intérêt qui est autour de 5% va s'ajouter à ce montant que nous avons fixé. Nous prions le chef de l'État de revisiter ce dossier. Il est très important. C'est la 7e fois que nous parlons de ça. Parce que nous existons. Encore un sujet avant d'aborder l'éducation, c'est le déguerpissement.
Nous avons du mal à comprendre le déguerpissement du GESCO, de Boribana et du Banco, et la destruction du collège d'enseignement technique en pleine année scolaire, au moment même où l'école va très mal dans son enfant. Et certes, on a besoin d'assainir nos villes, la rendre belle, mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire est pauvre. Je cesserai de répéter ça. L'économie de notre pays repose sur uniquement de l'agriculture. Près de 70% de la population travaille dans une forme d'activité liée à l'agriculture. Nous n'avons aucun programme de développement des zones rurales. Les paysans sont pauvres parce que nous achetons très mal le café, le cacao, l'EVA, l'anarcade et les autres produits agricoles. En plus, la crise post-électorale de 2010 a vu une affluence de la population vers la ville. Nous avons une capitale où plus de 20% de la population y vit. Et au SMIC à 75 000 francs. 75 000 francs. Et ça encore, il y en a même qui n'ont pas ce SMIC. Où voulez-vous que les parents partent avec ce salaire? Je m'adresse au gouvernement. Nous avons sillonné récemment les villes de l'intérieur. Nous étions récemment la semaine dernière à la Côte. Dans les villes que nous avons sillonnées, ce sont les grandes régions. Il n'y a aucune usine. Il n'y a aucune activité industrielle. Notre capitale fait partie des villes les plus chères. C'est pourquoi nous avons de nombreux quartiers précaires. Il y a une liste de prochains endroits à déguerpir, je crois, qui circule. Nous demandons au gouvernement du président Ouattara de mettre fin au déguerpissement. Dorénavant, il faut construire d'abord des logements sociaux avant de détruire quoi que ce soit. En France, aux États-Unis, au Canada, partout, il y a des logements sociaux. Même dans les quartiers chics, il y a des logements sociaux. En fait, il y a des lois même qui vous disent forcément, quand une ville s'élargit, il faut forcément construire des logements sociaux. On n'a pas ce problème ici en Côte d'Ivoire. Là-bas, on fait une assistance aux pauvres, l'assistance pour le logement aux économies transfert. Moi, je demande à tous les membres du gouvernement, y compris le président de la République, le Premier ministre, le gouverneur du district d'Abidjan, de fermer les yeux pendant 5 minutes, rien que 5 minutes, de se mettre dans la peau de cet enfant qu'on vient de casser son école, de ce monsieur qui vient de perdre sa maison avec sa famille. 5 minutes seulement. Si après les 5 minutes ils se sentent à l'aise, alors j'ai rien à leur dire. Je comprends leur état d'esprit. Mais s'ils se sentent mal, alors qu'ils mettent fin à ce programme de déguerpissement. Purement et simplement, construisez d'abord les logements sociaux avant de déguerpir. Si vous prenez toute la ville d'Abidjan, Abidjan, Abobo, Ekobo, Presque, Koumassi, Marcoui, c'est presque des cours communes. Quand j'étais en 6e, j'étais dans une cour commune, Saint-Michel à Djamé. Et dans les années 70, cette cour commune existe encore. Nous avons un problème sérieux. Alors je souhaite que le gouvernement mette vraiment fin purement à ce programme de déguerpissement. Ici, la maison des pauvres, même s'il a été mis en demeure, où voulez-vous qu'il parte avec un SMIC de 2005? Je vais vous lire le communiqué qui vient de sortir après le Conseil des ministres, qui suit. Concernant le déguerpissement, le logement des populations, ils ont pris 5 mesures. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. 250 000 francs CFA par ménage. Où est-ce que vous voulez qu'ils partent avec ça? On veut mettre à la disposition un terrain de 75 mètres carrés. Vous comprenez 75 mètres carrés, est-ce que vous avez une mesure de 75 mètres carrés? On ne peut rien construire sur 75 mètres carrés puis une baraque. Allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire d'1 million de francs CFA par famille.
Mais vous donnez 1 million de francs CFA à une famille à Abidjan. Vos terrains, on ne peut pas les acheter. Il y a une spéculation incroyable sur le prix des terrains. À 1 million, vous donnez à quelqu'un, vous lui dites d'aller construire une maison, mais il va encore construire un quartier baraque. On va multiplier ces gens de quartiers. Et ça, c'est tout ce qu'on a pu nous donner après que la population s'est plainte de ce dégagisme. Mesdames, Messieurs, la presse, la position du Renouveau démocratique sur ces quelques sujets d'actualité est très claire. Nous allons revenir sur ça une prochaine fois. Mais le sujet important aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est une plaie. C'est une maladie. Nous ne sommes pas du tout éduqués. On fait tout de suite un peu de l'histoire pour qu'on comprenne d'où nous venons et où nous sommes. Il faut noter que la Côte d'Ivoire, son système éducatif a eu une influence de la tradition d'abord, ensuite de l'islam et de la colonisation occidentale. Mais nous allons nous allons tenir notre sujet sur l'éducation moderne occidentale que nous connaissons. Nous venons de très loin, de la toute première école privée de Verdi en 1882 pour les besoins de son commerce et de ses plantations, en passant par la première école officielle française le 8 août 1887 à Elima, au système que nous avons aujourd'hui. Il y a eu certes une évolution. Cette toute première école officielle française comptait 33 élèves français africains qui seront les premiers lecteurs de langue française. Le gouvernement a fait beaucoup de progrès. C'est à Bingerville que fut formée la première élite ivoirienne dès 1903, à l'école primaire normale, puis école primaire supérieure. C'est aujourd'hui le lycée classique, je pense, version de Bingerville. Donc, de 33 élèves en 1887, le nombre est passé à 200 élèves en 1895. En mars 1904, il y avait 896 élèves en Côte d'Ivoire pour une population de 2 millions. En 1924, il y avait 4354 élèves, dont seulement 211 filles, c'est-à-dire 4%. En 1932, il y avait 6722 élèves, dont 627 filles, 10% des filles. En 1932, il y avait seulement 2 établissements qui pouvaient enseigner de la 6e à la 3e. C'était l'école supérieure de Bingerville et l'école primaire supérieure de Mogo-Dioulasso. Entre-temps, en 1932, la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire étaient le même territoire français. Pour l'année 2022-2023, l'école de Côte d'Ivoire a enregistré une population de plus de 7 200 000 élèves, dont 299 000 étudiants. Cela représente 4% du nombre total des étudiants. Ces références sont de l'éducation en Côte d'Ivoire, les éditions de CERA 2008, gouvernement colonial de la OEF, Côte d'Ivoire. Comme je vous l'avais dit, des progrès ont été réalisés, notamment dans le domaine des infrastructures et besoins de ressources humaines. Dans le cadre institutionnel, la Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle constitution qui, dans son article 9 et 10, consacre le droit de toute personne à l'éducation et à la formation professionnelle. Et elle consacre l'éducation obligatoire pour les filles et les garçons. Quant à l'article 32, l'État s'engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables, c'est-à-dire des handicapés. Mais depuis 1980, il faut être encore. Voilà 4 décennies que l'école ivoirienne est très malade. Elle allait de mal en pire. Depuis le président Oufouette, l'école est tombée malade. Elle est restée malade jusqu'à aujourd'hui, sous le gouvernement du président. Ni le président Oufouette, ni le président Béti, ni le président Gueye, ni le président Gbagbo, ni le président Ouattara n'ont pu soigner cette école qui est malade. En 80, je me souviens des difficultés économiques que l'État avait. Il fallait empêcher les gens d'aller à l'université. On a instauré le baccalauréat. Tout simplement recaler les enfants. Ça a duré 10 ans.
J'aime utiliser les statistiques, je vais vous donner les statistiques. Le taux d'analphabétisation en France, en Europe, est de 0,1%. En Chine, on est dans les 3%. Dans les pays latinos, nous sommes à 4-5%. En Côte d'Ivoire, nous avons 47%. C'est-à-dire la moitié de la population ivoirienne est analphabète. Et le niveau a beaucoup baissé. Le décrochage, c'est-à-dire c'est l'interruption scolaire, est devenu pandémique. Je vais vous donner les chiffres même du gouvernement. Selon les chiffres de la direction des statistiques, des stratégies de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en Côte d'Ivoire, 2 millions subissent le décrochage scolaire chaque année. Est-ce que vous comprenez ce chiffre? C'est-à-dire chaque année, il y a 2 millions d'élèves étudiants qui ne terminent pas leurs études, qui n'obtiennent pas de diplôme. C'est un chiffre inacceptable. 1 million d'élèves en classe primaire pour un âge moyen de 8 ans, soit 36% qui arrêtent leurs études. Au premier cycle de l'enseignement secondaire, c'est 600 000 adolescents pour un âge de 13 ans, soit 64%. Enfin, au second cycle, ce sont plus de 200 000 jeunes avec un âge moyen de 13 ans, soit 80% qui décrochent. L'accès de l'éducation garanti par la Constitution devient mirage. Le renouveau démocratique pense que le problème se situe à 3 niveaux. Il faut approcher un problème avec une démarche méthodologique. Comprendre, excusez-moi, comprendre le problème. Pourquoi il y a un échec à l'éducation nationale? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi depuis près de 4 décennies, nous avons toujours des problèmes? Le problème se situe à 3 niveaux. Soit c'est l'enseigner qui est problématique, soit c'est l'enseignant, soit c'est le système éducatif lui-même. Prenons le problème des enseignants. L'enseignant joue un rôle très important dans l'éducation d'un élève et d'un étudiant. Son rôle ne se limite pas seulement à enseigner sa matière. Il aide l'enseignant à acquérir des compétences indispensables pour résoudre des problèmes, à analyser, à communiquer, à se concentrer sur des tâches difficiles, à développer une pensée créative, à être discipliné. Le rôle de l'enseignant varie selon le niveau. Il joue souvent le rôle des parents et va jusqu'à débourser souvent ses propres fonds pour aider certains élèves. Sa tâche devient de plus en plus difficile quand lui-même est confronté à des difficultés d'ordre matériel, financier, physique, santé. Pendant très longtemps, le bien-être social des enseignants a pris du plomb dans les ailes. De 1887 à 2007, soit 20 ans, aucune augmentation de salaire n'a eu lieu. On a eu des avancements ou augmentations indiciaires, c'est-à-dire on vous avance, mais on ne vous paye pas le salaire, c'est mon avancement. Les salaires ont connu une disparité sous le président Houphouët-Boigny avec le Premier ministre Alassane, qui est aujourd'hui président de la République. Ce qui a continué pendant plus de 10 ans. C'était une injustice. Ils ont appelé ça les salaires à double vitesse, je crois que vous savez. C'est-à-dire que vous êtes diplômé, l'État a des problèmes aujourd'hui. Si vous avez 300 000 francs, à partir de maintenant, ceux qu'on va embaucher, on donne 200 000 francs. C'est-à-dire que vous avez les mêmes diplômes, vous avez des salaires différents. Quand l'État bloque les salaires, le pouvoir d'achat des enseignants diminue. Je vous donne un exemple. Si nous avons un taux d'inflation de 5%, ça veut dire que chaque année, vous perdez votre pouvoir d'achat de 5%. Et si vous faites 10 ans que vous n'augmentez pas le salaire de l'enseignant, son pouvoir d'achat diminue de 50%. Si vous faites 20 ans, c'est-à-dire qu'il perd totalement son pouvoir d'achat. Et vous voulez qu'ils puissent aller enseigner dans des conditions aussi difficiles que ça vos enfants. La pratique de leur profession devient quasiment impossible. Ils ont perdu presque tout leur pouvoir d'achat de 1997 à 2007. En plus, non seulement ils ont des difficultés financières,
physique. Les salles de classe sont devenues 80 à 100 élèves. Vous demandez à un enseignant de connaître ses élèves, d'appliquer une psychopédagogie adaptable, de connaître chaque élève, et ils sont 100 dans une classe. Moi, quand j'étais jeune, on était 25 dans une classe. 30, 35 au maximum. C'est-à-dire, je vous dis, l'école allait du mal en pire. Encore, je me rappelle encore quand j'étais en 6e, tous les professeurs, j'ai fait la 6e au collège d'enseignement général d'Adjamé, tous les professeurs étaient véhiculés. Tous les professeurs, et ça c'est encore au niveau du collège. Aujourd'hui, même les professeurs d'université ne sont pas véhiculés. Ils ont des difficultés à se déplacer. Naturellement, vous savez, nous avons 55% d'impôts posés à nos véhicules qui rentrent dans le pays. Ça devient quasiment impossible pour un professeur d'avoir un véhicule. Le problème au niveau, deuxième problème, le problème au niveau de l'enseigné lui-même, c'est-à-dire l'étudiant ou l'enfant. L'enseigné a besoin d'un environnement stable pour pouvoir suivre les cours. Environnement stable veut dire que l'enseignant mange à sa faim, se déplace sans difficulté, de la maison à l'école, vice-versa. Il a accès aux soins de santé. Il a accès à tout matériel didactique, à l'électricité disponible pour étudier à la maison et s'habiller comme tous ses frères et sœurs. Au niveau universitaire, la grande partie des étudiants ne perçoivent aucune bourse. Un bon nombre n'a pas de logement. La quasi-totalité, sinon eux tous, se déplacent avec des difficultés. Nombreux sont ceux qui ne mangent pas à leur faim. Beaucoup n'ont pas les outils nécessaires pour leur éducation, même des ordinateurs. N'ont pas accès à toute une documentation et du matériel pour des recherches. Et presque tous ne peuvent pas se soigner. Ils sont malades, certains, et n'arrivent pas à se soigner. À défaut de ce que nous venons de citer, vous avez l'élève est voué à l'échec. Il ne peut pas s'en sortir. Son environnement ne lui permet pas d'évoluer. Vous ne pouvez pas avoir faim et aller en classe. Vous ne pouvez pas être malade et ne pas être soigné et espérer dans une classe et comprendre ce que le professeur vous dit. Alors que c'est le cas général en Côte d'Ivoire. La pauvreté est liée à l'éducation, est présente partout. Le décrochage est réel et dû depuis 4 ans. Le troisième problème, c'est le problème au niveau du système éducatif ivoirien lui-même. Le modèle du système éducatif de la Côte d'Ivoire est un modèle inefficace. Il est dépassé, il est inadéquat. Nos gouvernements ont institué un système de modèle d'entonnoir. C'est-à-dire, voilà le système d'entonnoir. On déverse tous les enfants et on espère recueillir quelques-uns. C'est ce système qu'on a eu depuis que nous étions petits, dans les années 70 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire 50 ans plus tard, on a le même système éducatif. On les filtre à l'entrée en 6e. Ils sont filtrés à l'entrée en seconde. Ils sont filtrés au baccalauréat. Même au niveau universitaire encore, on renvoie des étudiants. Est-ce que vous savez, j'ai posé cette question à des enseignants récemment, à des amis qui font la planification au niveau du gouvernement. Exactement, quel est le pourcentage d'élèves en Côte d'Ivoire qui vont à l'université? Je vous garantis, je n'ai reçu aucune réponse. Parce que les gens savent. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 5%, 4%, 4,5%, 4% d'enfants qui vont à l'université? C'est-à-dire, si vous prenez 100 enfants, que vous inscrivez au CP, les parents accompagnent cet enfant, ils ont un rêve que cet enfant, demain, deviendra un médecin, un ingénieur. Ils font tous les parents pour inscrire les enfants au CP. Sur 100, nous avons fait les statistiques, une admission de 30%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30 qui vont en 6e. Supposons qu'il n'y a pas de décrochage. C'est-à-dire qu'aucun enfant, nous voulons être généreux, qu'un enfant n'est renvoyé, qui suit son circuit jusqu'en 3e. Des 30. Encore là-bas, on va être généreux, on va donner 40% d'admission. C'est-à-dire sur les 30, il y a 12 seulement qui vont en 6e. Si ces 12 suivent encore le circuit scolaire, qui n'ont pas de décrochage jusqu'en terminale,
On donne encore 40% sur les 12. Ça fait 4%. Il n'y a que 5% de ces enfants qui mettent à l'école, qui arrivent à l'université. Depuis 1963-64 que nous avons eu l'université, ça n'a pas changé. Vous espérez développer un pays avec 5% seulement de votre population qui vont à l'université? Alors qu'ailleurs, 99% de les enfants vont à l'université. 100% dans certains pays. Chez nous, c'est 5%. Les enfants, les membres du gouvernement même ne savent même pas ce chiffre de 5%. Parce que je n'ai jamais entendu. On a demandé, on n'a pas eu de réponse. Aux États-Unis, j'ai eu à enseigner aux États-Unis. Il y a 5200 universités. 5200 universités. Et ça dépend du système que vous avez. Il y a des systèmes trimestriels et des systèmes semestriels. Et chaque fois, les enfants, les étudiants finissent leurs études. Il n'y a que 3,4% selon les chiffres récents de chômage brutal. 5200. Nous en avons 9. On n'arrive même pas à former les 5% qui rentrent à l'université et n'arrive même pas les 5% qui rentrent à l'université à avoir l'emploi. Quand nous étions jeunes, on a une bourse de 12 000 francs. C'était beaucoup pour nous, dans les années 60. 12 000 francs. Les parents, les établissements scolaires, vous n'avez pas des collèges dans les villages. Dès que vous avez autant de on vous oriente, souvent très loin du village, les 12 000 francs nous donnent. Mais nous sommes à 50 ans plus tard, on continue de donner 12 000 francs. Un pays qui ne met pas l'accent sur son éducation ne peut pas se développer. Ce pays aura des difficultés à se développer. La question est de savoir, les 70 enfants que vous avez laissés au CM2, puisque sur 100, il y a 30% d'admis, les 70 qui restent, niveau CM2, niveau CP1, CP2, CM2, CM2. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire veut faire de ces enfants? Ceux qui sont restés entre la classe de 6e et 3e qui n'ont pas pu avancer, vous faites quoi d'eux? Ceux qui n'ont pas pu avoir le baccalauréat, vous faites quoi d'eux? En fait, 95% des enfants qui rentrent au CP1 ne vont nulle part. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Vous rencontrez un enfant, il a un niveau CP1, il a un niveau CE1, niveau 4e, niveau 3e, ils sont presque partout dans toutes les villes où vous partez. Vous, assis ici, dans cette classe, vous faites partie dans cette classe, vous faites partie des 5% qui avaient pu traverser cette classe de terminale. Nous, ici dans cette salle, 5%. Il y a un problème que nous avons chez nous. On pense que le ministère de l'Éducation nationale, c'est de former des gens parce qu'on a fait une projection d'emploi pour que ceux-là occupent ces emplois. Mais non! Le rôle du ministère de l'Éducation nationale est d'éduquer le peuple ivoirien. Un point, un trait, point barre. Son rôle n'est pas de trouver de l'emploi aux étudiants, ni aux élèves. Vous les éduquez. Vous les éduquez jusqu'au maximum, jusqu'à au moins un niveau minimum de terminale. L'emploi, ça c'est le rôle au niveau macroéconomique du gouvernement. C'est au gouvernement, au niveau macroéconomique, de s'arranger au pied des créations d'emplois pour absorber ce fonds. Mais si vous faites la relation entre ceux qui entrent à l'université et l'homme d'emploi disponible, alors vous allez faire ce système d'entonnoir que nous avons, vous acceptez ça depuis près de 150-70 ans. C'est une erreur monumentale. Il faut revoir ce système. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. 5% des enfants vont à l'université et nous insistons, nous sommes encore dans ce même modèle. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'au président Ouattara. Depuis près de 4 décennies. Depuis 44 ans.
le gouvernement n'a pas pu trouver une solution au manque d'information, de formation aux ressources humaines. 2. Ils n'ont pas été capables de combler l'écart entre la demande et les capacités d'accueil du système éducatif. 3. Ils n'ont pas pu trouver les solutions au manque qu'il y a d'infrastructures au niveau primaire, secondaire, universitaire. Le président Ouattara a pu construire quelques annexes universitaires. Je vais vous expliquer. Une université comporte tous les départements. Tous les départements, jusqu'au doctorat. On ne peut pas construire des centres qui sont même souvent en construction. On dit c'est une université. On ne peut pas construire 2 ou 3 départements, on dit c'est une université. Non, nous n'avons pas 9 universités. Nous avons peut-être 2. Les autres, ce sont des annexes. L'université, il y a tous les départements. Les étudiants doivent pouvoir, ils viennent de groupes, ils ont des rêves différents. Ils veulent pouvoir être ce qu'ils veulent être selon leurs rêves. Les départements doivent être disponibles quand ils ont dit c'est une université. Nous n'avons pas ça. Le gouvernement n'a pas pu résoudre le poids des dépenses de personnel. Le gouvernement n'a pas pu résoudre le problème budgétaire pour l'éducation. Il n'a pas pu résoudre le problème de la dégradation du patrimoine mobilier et immobilier scolaire. Je voudrais vous donner un exemple. Quand je faisais les études de faisabilité, il y a de cela en 2009, j'ai présidé le programme de la CEMU, le financement du programme de la CEMU, avec des compagnies américaines à l'époque, 8 compagnies. Et pendant ces recherches, et encore même sous le président Ouattara aussi, nous avons travaillé à le début de la CEMU. Pendant ces recherches, on a constaté quelque chose qui est un peu embêtant. Et j'ai encore demandé aux étudiants, le même système existe. C'est la spécialisation en médecine. Vous savez, nous avons dans nos recherches découvert que vous n'avez pas assez de médecins spécialisés. Les neurologistes n'en ont pas. Korogo est obligé de dépendre de Bouaké pour le neurologue. Il n'y a vraiment pas de spécialistes. Vous n'en avez pas suffisamment. La plupart des médecins sont des généralistes. Et nous avons constaté dans cette analyse, au niveau du ministère, au niveau du département de la médecine, l'école préparatoire des sciences de la santé, communément les troncs communs. C'était créé en 1992, pardon. C'est un département de l'université qui forme pour la première année des médecins, des pharmaciens, chirurgiens, dentistes. Les étudiants orientés pour cette première année peuvent être au nombre de 2000, voire 4000. Est-ce que vous savez qu'il y a seulement 400 qui sont bien en deuxième année? 4000 étudiants qui ont tous eu des bacs scientifiques, des bacs C, des bacs B, D, orientés, rêvés de devenir médecin. Les médecins d'ailleurs que nous n'avons pas. Il n'y a que 400 places sur 4000 deuxième année. C'est-à-dire, Abidjan a 200 places, Bouaké a 100 places, et puis il y a pharmacie à 50, chirurgien dentiste à 50. Ce sont des chiffres, moi je ne veux pas avoir un discours sans des chiffres. S'il y a un débat, venez avec les chiffres contradictoires. Vous avez près de 1600 à 3600 étudiants de l'école préparatoire des sciences de la santé qui échouent chaque année. 3600 qui sont entrés en première année tronc commun, qui échouent. Ils ont complètement dissous ce département en 2023. Ils n'ont même pas pris en compte le doublon, le nombre de doublons de 2022-2023. Le parcours médical se poursuit après l'admission pour la deuxième année et sera sanctionné par un doctorat en médecine. Ce doctorat donne droit à tout médecin de faire une spécialisation de son choix. Et c'est non obligatoire. Ce qui est un peu aberrant, c'est que vous, étudiants, vous décidez de faire votre spécialisation. L'État vous dit, on ne prend pas ça en charge. C'est-à-dire, vous faites vous-même, vous prenez la décision vous-même de payer les frais. Et les frais montent entre 700 000 et 2 millions par an. C'est-à-dire qu'à la fin de vos 4 années, en spécialisation, vous avez déboursé 8 millions. Si vous êtes enfant de pauvres, et 90% des enfants sont des enfants de pauvres, vous ne pouvez pas.
L'État vous dit, c'est vrai, on n'a pas de spécialistes, mais on ne va pas vous suivre. Débrouillez-vous. Ce qui est encore grave, si vous vous battez et que vous arrivez à débourser les 8 millions en 4 ans, vous devenez spécialiste, vous savez comment on vous classe? L'État vous paye en tant que généraliste. Vous recevez le salaire d'un généraliste. C'est incompréhensible. Vous avez un manque criard de médecins. Il y a un médecin pour 10 000 habitants. Il n'y a pas de sage-femme. Il n'y a pas de spécialiste. Et l'État, si vous décidez d'être spécialiste, ne vous prend pas en compte. Il ne paye pas vos frais. Et quand vous finissez, l'État vous dit, vous êtes généraliste. Aucune autorisation n'est octroyée aux médecins ivoiriens durant les 4 ans pour faire sa spécialité. Vous voyez, on ne forme que des généralistes. C'est pourquoi vous avez beaucoup de médecins généralistes. Un pays malade, c'est un pays qui ne peut pas se développer. Les États-Unis dépensent beaucoup dans le domaine de la santé. La santé, c'est une économie. Les gens voient la santé comme étant un département purement. On ne voit pas la différence. Mais le système universitaire, qui sait que nous avons des déficits en médecine, devrait s'orienter davantage sur ces étudiants en médecine. Au moins supporter la spécialisation. Même si vous allez les classer comme étant des généralistes, supporter au moins les frais de spécialisation. Alors, nous allons proposer des solutions de renouveau démocratique. Enfin, le rôle du ministère de l'Éducation nationale est d'éduquer les enfants, pas de leur trouver l'emploi, au niveau le plus haut. Le niveau terminal devrait être un minimum. Son rôle n'est pas de trouver l'emploi à la population qu'elle forme. Comme solution au moins de ce système éducatif, nous avons presque 12 solutions. D'abord, je voudrais que vous compreniez ma logique, la logique du renouveau démocratique. Il faudrait qu'on supprime l'entrée en sixième. Il faudrait qu'on supprime l'entrée en seconde des examens. Il faudrait qu'on supprime le baccalauréat. Ce sont des modèles qui n'ont pas marché depuis 64 ans. Depuis que nous sommes indépendants, nous avons institué le système scolaire ici. Ça n'a pas marché. Nous filtrons tout. Et nous sommes étonnés de voir que notre système social est perturbé. Parce que la plupart de ces jeunes, non seulement ils ont un niveau de CM2, de 3e, et il n'y a pas de formation pour eux, rien pour eux. C'est-à-dire, une fois que vous avez échoué, vous êtes dans la rue, on vous dit de retourner à la terre, on a 322 000 km² qui ne changera pas. Nous sommes maintenant près de 30 millions d'habitants, nous avons même des problèmes de terre, on vous dit de retourner à la terre, sans leur donner des moyens, et c'est comme ça que la vie continue. Nous allons le supprimer. Nous allons construire des infrastructures scolaires et universitaires pour combler l'écart entre la demande et les capacités d'accueil du système éducatif. 3. Nous allons mettre un accent particulier sur la qualité des ressources humaines, à savoir lever le niveau d'études des enseignants avec une formation continue des formateurs. 4. Renforcer la capacité du matériel didactique. 5. Changer le système d'études universitaires en Côte d'Ivoire. Je vais un peu vous donner un exemple. J'ai enseigné en deuxième année à l'université, aux États-Unis. J'avais un étudiant qui était tout le temps en retard. Il était brillant, mais il était tout le temps en retard. Quand il venait en été, il courait. Quand il rentre, les stars sont climatisées, mais il était tout le temps dessus. Et puis un jour, après le cours, j'ai essayé d'échanger avec lui. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es tout le temps en retard? Pourquoi est-ce qu'on doit t'attendre? Ou bien, quand on commence les cours, tu viens déranger les cours. Il m'a dit, monsieur Django, je suis un fermier. J'ai hérité de la ferme de mon père. Je suis paysan. Vous savez,
La ferme, nous vivons de ça. Mes parents ont vécu de ça depuis des générations. Et je suis l'aîné, je dois assumer. Il avait seulement que 19 ans. Je dois assumer cette responsabilité. La ferme, c'est notre racine, c'est notre cœur. Nous ne pouvons pas laisser cette ferme. C'est pourquoi je suis en retard, mais je m'en excuse. Et j'ai commencé tout de suite à me poser la question. En été, il a le temps de prendre beaucoup plus de cours. En hiver, il n'a pas de temps de prendre des cours. En hiver où il fait froid, c'est en ce moment qu'il prend beaucoup de cours. Parce que le système n'est pas fait pour que vous ayez une année de juin à août. Ce sont des unités de valeur. Si vous avez besoin de 120 heures pour avoir une licence, vous prenez les 120 heures en 10 ans sur le pays. Vous pouvez les prendre en 4 ans. Vous vous inscrivez si vous avez les moyens de prendre 10 heures, 12 heures par semestre, à moins de 3 et 12 heures votre licence. Il n'y a pas de raison d'empêcher des gens de faire autre chose et d'être universitaires. Mais si on vous colle là, c'est-à-dire que vous êtes là en août jusqu'en juin, si vous avez échoué, terminé. Vous ne pouvez rien faire entre-temps puisque non seulement vous n'avez pas une bourse, vous ne pouvez pas avoir d'autres activités en dehors de l'université pour vous aider, vous êtes complètement bloqué. Alors j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est un système exceptionnel. C'est-à-dire que l'étudiant a 120 heures pour avoir son diplôme. Il gère ses cours lui-même. Il peut venir le matin, comme venir le soir, pourvu qu'il ait ses 120 heures validées pour avoir son diplôme. Alors il faut changer le système. Il ne marche pas, il n'est pas fonctionnel, il fait échouer beaucoup d'étudiants et il faut vraiment le changer. 6, il faut augmenter le salaire des enseignants à un niveau acceptable par rapport au coût de la vie. Ensuite, chaque année, comme je vous l'avais dit, il faut augmenter automatiquement le salaire des gens pour un ajustement du coût de la vie. L'ajustement du coût de la vie est nécessaire pour vous empêcher d'avoir votre salaire ou votre pouvoir d'achat se dégrader. C'est pourquoi si le taux d'inflation est de 5%, automatiquement, pas seulement les enseignants, automatiquement on devrait augmenter le salaire de tout le monde de 5%. Ça doit être mandataire. Parce que ça vous permet de ne pas perdre le pouvoir d'achat. 7. Proposition 7. Construire des campus universitaires pour loger tous les étudiants qui en ont besoin. Quand je dis campus universitaire, quand nous étions étudiants, on était logés. On avait une bourse. Tous. Les cités universitaires, Port-Boué, Yopougon, Abobo, il y avait des cars qui se déplaçaient avec les étudiants. Mais comment se fait-il que nous, notre époque, nous avons été mieux logés que ceux qui sont là? En principe, dans la vie d'une société, on va en progrès. Très souvent, on veut toujours que les enfants vivent mieux que les parents. On se bat, on fait tout pour changer le système pour que les enfants aient un meilleur système que nous. Non, 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 nous c'est renversé. On va en dégradation. Mais les étudiants ont tous les problèmes. Ils sont nombreux. Ce pays est un pays jeune. Vous demandez aux enfants de se sacrifier, vous les filtrez jusqu'en terminale, et quand ils se battent, ils arrivent à l'université, ils ont encore tous les problèmes du monde. Non seulement ça, après leur formation de 3, 4, 6 ans, ils n'ont pas d'emploi. Le taux réel de chômage est de 44%. Je vous dis aux États-Unis, de 5200 universités, le taux de chômage est de 3,4%. Vous voyez le contraste? C'est pourquoi je vous dis, le système, il est inefficace, il est échoué, il faut le repenser. Il faut 8, réhabiliter le patrimoine immobilier et immobilier de l'État. 9, créer des écoles maternelles pour mieux préparer chaque enfant à la vie scolaire. Relever le taux d'inscription préscolaire qui est seulement de 3%. Vous savez, l'école maternelle, c'est très important. Parce que l'enfant qui est à la maison pour la première fois arrive, ce n'est pas le cours qu'il prend, mais il a ses camarades et on lui donne le cours de l'école. Il apprend à être ses amis. C'est-à-dire peut-être 4-5 ans. Mais il faut encourager ça. Il faudrait qu'on ait, nous avons seulement que 3%, ailleurs c'est presque 100% dans certains pays. Si nous voulons nous développer, si nous voulons ressembler aux pays occidentaux, nous ne pouvons pas faire ce que nous pensons qui est bien pour nous. Ça ne marche pas. Et il n'y a rien, quand on me dit qu'il faut adapter à l'Afrique, il faut adapter à nos réalités. Il n'y a pas de réalité. L'enfant va à l'école, il va à l'école purement et simplement. Les enseignants doivent être mieux lotis, les étudiants doivent être mieux pris en compte, et le système doit être de telle sorte que quand je mets mon enfant au CP1, j'espère qu'il arrive en terminale et j'espère qu'il arrive à l'université. Un point très. Vous ne pouvez pas sectionner les enfants, les éliminer en 6e, les éliminer en 3e, les éliminer en terminale et espérer avoir une société normale.
Je suis chef d'entreprise que je viens m'installer à Abidjan avec mon entreprise. J'ai besoin d'ingénieurs industriels, d'ingénieurs électriques. J'ai même mon système là, je dépense 1 milliard de dollars. Je veux pouvoir former les gens en 5-6 mois. Je ne peux pas, ils ont le niveau CM1. Ils ont le niveau 3e, 4e. Vous les avez freinés en terminale. À l'université, vous leur rendez les problèmes les plus difficiles. Alors moi, en tant qu'industriel, je ne viendrai pas. Ou du moins, si je viens avec des ingénieurs. C'est pourquoi notre système ne marche pas. Et il faudrait qu'à un certain moment, ce n'est pas une question de RHDP, ce n'est pas une question de PDCI, ce n'est pas une question de MFA, excusez-moi, une question de PPACI. C'est une réalité. Ça ne va pas. Si on ne reconnaît pas que ça ne va pas, alors on aura le même système pendant les prochains 64 ans. Mais si on le reconnaît, que nous sommes pauvres, que notre système ne marche pas, l'éducation ne marche pas, alors on peut trouver ensemble des réflexions de tout le monde pour qu'on arrive à changer. Et on ne dit rien et ça ne change pas. Nous allons aussi, numéro 10, lutter contre la fraude et la corruption au milieu scolaire et universitaire. Peut-être que ça ne va pas plaire à l'ENA, mais nous allons supprimer les concours d'entrée à l'ENA. Je vous dis pourquoi. Vous allez faire un circuit universitaire. Quand vous finissez, vous savez que vous n'allez pas avoir de l'emploi, ça n'existe pas. Vous cherchez à rentrer dans ces grandes écoles, etc. C'est des concours. Des milliers de personnes postulent. Il y a très peu de place. Tout de suite, il y en a qui ont des quotas. Il y en a qui ont des responsabilités, qui doivent placer quelqu'un qu'ils connaissent. Et puis au finish, on se trouve dans un système de corruption. La corruption existe parce que notre système éducatif, il est fait pour ça. Quand on filtre, quand on serre les taux, quand on rend difficile la vie aux étudiants, et qu'on a des départements seulement, c'est par là qu'ils peuvent passer pour avoir l'emploi, mais ils vont débourser les moyens qu'on leur demande pour avoir la place dans ces institutions. Moi, je n'ai pas fait de recherche, c'est ce que j'entends. On me dit souvent, on paye souvent pour entrer dans ces grandes écoles. Mais c'est absurde. C'est incompréhensible. C'est pourquoi nous allons, au niveau démocratique, éliminer toutes ces institutions où on a passé des concours. C'est-à-dire, on va faire un cycle normal. Vous rentrez à l'université, vous êtes intéressé à l'administration, vous rentrez dans un circuit qui va vous ramener à l'administration. Parce que si on doit faire des concours à part de droite à gauche, on se retrouve dans un système où on cherche à quoi. Soit si vous ne cherchez pas à quoi, on va vous dire si vous ne payez pas ça, vous n'entrez pas ici. Et les parents font des efforts pour débourser les fonds. Ce système existe, n'est-ce pas? J'ai entendu. Je n'ai pas vu. J'avais dit aussi, numéro 1, l'État doit prendre en charge la spécialisation pour les étudiants en médecine. 12, notre solution numéro 12, il faut un statut spécial pour les journalistes. Je vais vous dire pourquoi. Notre première conférence de presse, je vous avais dit ça, qu'il faut un statut spécial pour les journalistes. Vous êtes des enseignants. Vous éduquez le peuple. Vous donnez des informations. Vous faites des recherches. Et dans les moyens les plus difficiles, je ne sais pas combien parmi vous ont une voiture, dans les conditions les plus difficiles. Vous n'êtes pas bien payé. Vous avez tous les problèmes du monde. Vous n'avez souvent pas les assurances. Quand vous tombez malade, vos enfants tombent malades, vous avez tous les problèmes du monde. Alors nous, si Dieu nous fait grâce, il y aurait un statut spécial pour les journalistes, vous avez dit ça. C'est-à-dire, peu importe avec lequel journal vous parlez, nous on veut que vous soyez critique, que vous ayez les moyens d'aller faire vos recherches, que vous soyez libre de publier vos recherches. Parce que nous voulons démocratiser ce pays. Ce pays n'est pas démocratique. Soyons sérieux. On a une institution, je vous avais parlé de ça dans la Cour constitutionnelle, nous avons de sérieux problèmes. Alors, les journalistes, je vous avais dit que j'ai un respect incroyable pour vous. D'ailleurs, j'ai 2 petits frères et un fils dans votre corps. J'ai du respect pour vous. Mais c'est vous qui me faites. Allez aux États-Unis, vous voyez, quand à la Maison Blanche, on vient, on fait ce qu'on appelle la conférence de presse. Mais ce que le monsieur dit ou la dame dit qui représente le chef de l'État, si c'est pas bon les informations, c'est sur leur message la chose. Parce qu'ils ont l'outil nécessaire pour faire la recherche. Ils n'ont pas faim. Ils se déplacent. Ils peuvent faire la recherche quand ils veulent. Vous n'avez pas ça. Ça, il faut
faut qu'on change. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Je ne demande pas aux gens d'être renouveau démocrate. Je serais très heureux, si vous voulez. Mais il faut franchement changer ça. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement la classe, ce n'est pas s'asseoir avec un maître, un professeur. Vous nous éduquez. Quand vous écrivez dans les journaux, il y en a qui apprennent pour la première fois ces informations. Vous êtes des enseignants. Il vous faut un statut spécial. Pour réaliser ce fameux programme que je viens de vous donner, naturellement, il nous faut réorienter l'économie de la Côte d'Ivoire. Il faut passer d'un pays agricole à un pays industriel. Actuellement, la Côte d'Ivoire collecte 16% de son PIB, de presque 78 milliards de dollars. Il faut doubler la croissance à 10% pour doubler cette économie en 7 ans. Ce qui va permettre à l'État d'avoir des revenus. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi. L'État travaille avec des revenus. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme activité, primaire, secondaire, tertiaire, etc., font rentrer de l'argent dans l'État. Ce sont les revenus. C'est sur ça que l'État travaille. Si l'État a des problèmes, l'État prend des prêts. Et depuis que je suis petit, je ne me rappelle jamais qu'on a été dans une année où on n'a pas de problème. On a toujours des problèmes. On a toujours un déficit budgétaire. On va toujours chercher des prêts. Quand on prend des prêts, il faut les rembourser. Quand on n'arrive pas à les rembourser, il faut tous augmenter plus de tout pour pouvoir collecter. C'est pour ça qu'il faut réorienter l'économie. Depuis M. Boigny jusqu'au président Ouattara, on a eu le même système économique. On est resté agricole. Je vous l'avais dit, aucun pays industriel n'est agricole aujourd'hui. Nous avons 23% de notre PIB dans l'agriculture. 23%, c'est trop. Les pays développés, c'est 4%, 5%, 3%. Et il y a trop d'orientation vers une économie qui est spéculative. On n'a pas de devises. En matière de devises, on ne fait que perdre chaque fois. Parce que chaque fois qu'on vend le café cacao, on utilise ces ressources pour acheter ce que nous ne produisons pas. Tous ces appareils qui sont devant moi, c'est celui-là que vous avez, l'électricité et tout ça là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici? Quelle est la politique réelle du gouvernement en matière d'emploi? On a fait les mêmes études économiques avec les Français. Aujourd'hui, ce n'est pas nous sommes pas en 1950 ou 1960. Il y a beaucoup d'économistes, beaucoup de financiers. On comprend le système, pourquoi et comment ça peut marcher. Mais le même système français, où le système qui nous a été mis en marche depuis 1959, il est encore actif. C'est pourquoi on a des problèmes. Ça n'a rien à voir avec le président de la République, ni les anciens gouvernements qui sont succédés. C'est une réalité économique. On ne s'en sortira pas tant qu'on est là-dedans, tant qu'on est agricole seulement. Et c'est pour cela que nous disons que nous demandons qu'il faut une réorientation, la réorientation économique du pays. Le franc CFA, il faut se débarrasser de ça. Un pays doit pouvoir contrôler ça. Si nous réorientons la Banque centrale avec les membres de l'UA, de l'UEMOA, on aura la capacité nous-mêmes d'injecter de l'argent dans l'économie, de stimuler la croissance. À défaut de ça, nous avons des difficultés, nous ne pourrons pas. Parce que j'ai travaillé, je vous avais dit, en Guinée, en Côte d'Ivoire, avec les deux gouvernements, Gbagbo et Alassane, au Ghana, en République démocratique du Congo, on a travaillé en Zambie, en Afrique du Sud. Partout dans tous les pays africains, vous passez, ils ont un seul problème, on vous dit on n'a pas de financement. Je vous avais dit ça depuis très longtemps, depuis 2007-2008. La relation que nous avons avec les pays occidentaux et la Chine, etc., il faut renverser la tendance. On brade nos produits ou des miettes. Vous avez souvent, on dit on a fait une découverte de pétrole. L'entreprise qui a fait la découverte du pétrole à 90% et 10% seulement avec notre pays. On n'a même pas évalué exactement ce qu'ils ont découvert. Hein. Ça peut être même 100 fois souvent ce qu'ils ont découvert. C'est 1000 fois. Mais on est resté dans ce système parce qu'on pense qu'on n'a pas de financement. Nous avons les moyens de financement de notre économie. Personne ne viendra construire l'Afrique. Personne ne viendra construire la Côte d'Ivoire. La Banque centrale, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods ne viendront pas construire la Côte d'Ivoire pour nous. Nous devons chercher nous-mêmes les moyens de notre développement, les financements de nos industries, de nos usines. Et si nous ne le faisons pas, nous allons dépendre de ce système classique qui a été mis en place et qui ne nous arrange pas depuis fort longtemps.
C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'il faut réorienter. Si on réoriente et qu'on a une croissance de 10%, nous sommes à 89 milliards aujourd'hui de revenus de PIB. Si on a une croissance de 10%, on aura 2 fois ça en 7 ans, c'est-à-dire qu'on sera à 150 milliards de PIB, ce qui va peut-être élargir la cellule. Mais pour le faire, il faut une réflexion. Il faudrait que nous nous écartons un peu du secteur agricole, c'est-à-dire on maintient les qualités et notre rang, mais on investit beaucoup dans l'industrie. C'est la seule façon de nous en sortir. Autrement dit, ce sont des rêves. On va changer des gens à la tête de l'État. Ils ont le même système économique, nous aurons les mêmes résultats que nous. Alors, vraiment, je ne sais pas, les propositions que nous avons faites, il y en a 12, et nous espérons, nous souhaitons encore qu'il y ait une transparence aux élections de 2025, et que si Dieu nous fait cette grâce, ce sont ces changements que nous avons apportés. Sur ce, je vous remercie, et je voudrais que vous notez très bien le système éducatif, il est malade, il est gravement malade, il a été géré par tous les 5 gouvernements, ils n'ont pas pu trouver de solution. Le président Ouattara, lui, n'a pas pu trouver de solution au problème de l'éducation. Je vous remercie.